Julius Kotsou, merci d'avoir accepté notre invitation. Chercheur et doctorant en psychologie des émotions à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes également auteur de divers ouvrages qui abordent les thèmes du bonheur, du changement, ainsi que de la pleine conscience. Mais peut-être revenons tout d'abord sur la place du bonheur dans notre société actuelle. On a vu apparaître au fil des années un très grand nombre de livres et de bouquins qui nous promettent le bonheur. Est-ce que finalement, le bonheur n'est-il pas devenu un produit comme un autre? Très certainement, tout à fait. On peut dire qu'il y a une forme d'instrumentalisation de cette question du bonheur où on nous vend le bonheur à toutes les sauces. Dans un livre, comme les miens, par exemple, achetez un livre et vous deviendrez plus heureux, ou achetez tel stage, on peut voir que toute la publicité, elle nous vend cette histoire du bonheur. Des grandes marques utilisent la question du bonheur, achetez un produit, puis vous serez plus heureux. La question, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche comme ça? Je crois que c'est une évidence pour chacun d'entre nous que le bonheur n'est pas quelque chose et que le bonheur n'est pas quelque part. Et pourtant, nous continuons à consommer sur ce modèle-là. Oui, donc, alors vous, comment est-ce que vous définissez le bonheur? Je crois que la définition du bonheur est très simple et très compliquée en même temps, puisque le bonheur est une question personnelle, et en même temps on peut définir le bonheur peut-être plus facilement par ce qu'il n'est pas. Et on peut penser que le contraire du bonheur, pour beaucoup d'entre nous, c'est un sentiment de manque. Donc, on a le sentiment de manquer de quelque chose. Ça peut être un manque matériel, mais aussi un manque affectif, quelque chose. Et puis, un deuxième élément qui me semble très important, la question du manque, il y a aussi la question du fait de se sentir isolé, exclu, ainsi de suite. Et donc, si on prend le contraire de cela, le bonheur, ce serait un sentiment peut-être de plénitude, puis un sentiment de connexion. On se sentirait connecté à nous-mêmes, connecté aux autres, peut-être connecté à la vie, connecté au plus large. Alors, ce serait peut-être une définition du bonheur. Et de manière encore plus large, je dirais que pour moi, le bonheur, si ce n'est pas quelque chose ou quelque part, le bonheur, c'est le sentiment peut-être que notre vie vaut pleinement la peine d'être vécue. Et je crois que ça a du sens parce qu'on pourrait tout avoir. Et si on a le sentiment malgré tout que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, à quoi bon? Alors que si on a le sentiment que la vie vaut profondément la peine d'être vécue, même si dans le quotidien, certaines choses sont difficiles, notre vie peut s'avérer malgré tout riche, intéressante. Et ce thème-là, en fait, du bonheur, est-ce que c'est un thème finalement à la mode ou bien c'est vrai qu'on a vu que de tout temps, les grands penseurs ont déjà abordé ce thème. Peut-être vous pouvez revenir sur ce contexte historique. Oui, moi ça me paraît une évidence que ça a intéressé l'être humain de tout temps, même si les mots sont différents, les mots là-dessus, que ce soit au niveau philosophique ou même les grandes religions, on s'intéresse à cette question du bien-être. Et si on regarde la philosophie de la Grèce antique, cette question du bonheur était un point central. Je pense à Aristote qui disait que le bonheur est la quête de toutes les quêtes et que si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Et quoi qu'il dise, si on pose, mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Pourquoi aller travailler? Pourquoi vous occuper de ceci? Vous occuper des autres, et ainsi de suite? Pourquoi c'est important pour vous? À la fin, la réponse sera le bonheur. Et un point important peut-être, c'est que dans la Grèce antique, même s'il ne faut pas idéaliser cette société, on connaît l'esclavage et ainsi de suite, ce qui est important, c'est que la question du bonheur ne séparait pas le bonheur individuel du bonheur collectif. Et donc un homme heureux, c'était aussi un citoyen qui avait des actions justes au niveau social. Et donc il prenait sa place dans la cité. Cette question du bonheur, c'était celle de la vie bonne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir une vie bonne qui soit juste, qui soit belle, qui soit utile? D'accord. Moi, je me demandais d'où vous êtes venu cet intérêt pour le bonheur. Pourquoi faire des recherches scientifiques sur ce sujet-là? Le poser comme ça, je me dis qu'il me faudrait encore de la réflexion pour vous répondre, mais très certainement que ce sont différents éléments. Une partie d'expérience de vie, certainement qu'une partie de mes joies et de mes souffrances, de mes malheurs, on nourrit cet intérêt pour le bonheur. Bien souvent, peut-être plus les souffrances que le reste, puisqu'on s'intéresse très souvent à ce qui nous manque. Si on prend la question de la confiance en soi, par exemple, elle ne préoccupe pas tellement les personnes qui ont confiance en elles. Ça, c'est une question qui préoccupe plutôt celles qui sont en recherche de quelque chose. Donc il y a ça. Puis il y a certainement les rencontres aussi, des personnes que j'ai rencontrées dans la vie, qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de m'intéresser à ça. Et je crois que depuis très très longtemps, je m'intéresse à l'humain, puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'étonnant que le bonheur. Que des personnes qui ont apparemment, évidemment, des conditions extérieures qui devraient leur permettre d'être heureuses, elles ne le sont pas.
elles semblent tellement malheureuses, en tout cas quand on les connaît de près. Et d'un autre côté, j'ai rencontré tellement de personnes qui n'avaient justement pas ces conditions extérieures et qui semblent vivre une vie épanouie. Et donc cette question, je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous. On a connu ces deux choses-là, et puis ça m'a amené à me poser la question, à me dire, mais au fond, alors, mais qu'est-ce qui prédit ce bonheur authentique, véritable, si ce ne sont pas les circonstances extérieures? Je dis bien pas uniquement les circonstances extérieures, parce que cette question du bonheur, c'est vrai, elle est très bien entre vous et moi, les personnes qui vont nous regarder, mais on peut penser aussi aujourd'hui dans le monde des personnes qui vivent dans des contextes tellement compliqués. Elles n'ont pas de toit, elles n'ont pas de quoi se nourrir, elles n'ont pas de niveau de sécurité, elles ont des bombes qui leur tombent sur la tête peut-être, et alors toute cette question du bonheur, elle est importante, bien sûr, mais elle est tellement simple et pragmatique. Il leur faut des conditions de vie décentes, c'est la toute première chose. Après, ce qui est une évidence aussi, c'est qu'on a beau avoir ces conditions de vie, le bonheur n'est pourtant pas assuré. L'OMS nous dit qu'à l'horizon 2030, les problèmes de dépression, anxiété, les problèmes de malheur, quelque part, seront la première cause d'invalidité dans le monde entier. Donc le bonheur n'est pas un luxe. En tout cas, cette question de bien-être intérieur, c'est pas un luxe, c'est quelque chose qui va être fondamental pour nos sociétés de demain. Mais donc, justement, pour rebondir sur ça, avec la crise économique, la précarité de l'emploi, les situations de guerre, d'attentats, est-ce que c'est quand même encore possible d'être heureux aujourd'hui ? Je ne sais pas, ça dépend de chaque situation. Moi, je ne pourrais pas parler, ça serait illégitime pour d'autres personnes, surtout quand elles vivent des situations vraiment très, très difficiles. Je parlais avec un ami il y a quelque temps qui me disait, tu sais, le bonheur, pour moi, dépend beaucoup des circonstances extérieures. Et c'est vrai qu'il dépend très certainement aussi des circonstances extérieures. Mais ce que je lui ai dit, c'est que même si on pouvait me prouver que la partie du bonheur qui dépend de nous ne représentait que 20 ou même 10% de notre potentiel de bonheur, bien ça vaudrait quand même la peine de s'en occuper. Pourquoi ? Parce que ces 10 ou 20%-là, ce sont ceux qui sont sous notre pouvoir, ce sont ceux sur lesquels on peut réellement agir. Et donc, ça vaut la peine de s'en préoccuper. Puis même si on était quelqu'un, vous, moi, de préoccupé par le monde, préoccupé par l'état du monde, on voudrait rendre ce monde un tout petit peu plus juste, plus solidaire, meilleur. Est-ce que nous ne sommes pas l'outil par lequel nous pouvons amener ce surcroît de bien-être dans le monde ? Et donc, si nous sommes une partie du monde qui va plus mal, le monde ira un tout petit peu plus mal. Et puis si nous allons mal, nous serons un outil en mauvais état pour aider le monde à aller un tout petit peu mieux. Donc pour moi, c'est déjà deux très belles raisons de s'occuper de notre bien-être. D'accord. Et donc, peut-être concrètement, est-ce qu'il y a des outils ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place quotidiennement pour être un peu plus heureux ? Je crois qu'il n'y a pas de recette évidemment magique, on le saurait depuis longtemps, mais il y a peut-être des grands principes qui ont été énoncés de tout temps, par les philosophes, par des psychologues, par des psychiatres, par des médecins, par toutes sortes de personnes. Et s'il fallait maintenant donner quelques éléments, je dirais que le point central du bonheur, peut-être, c'est l'attention. C'est à quoi portons-nous notre attention ? Et le premier élément, peut-être, c'est tout simplement, c'est tout simple, c'est est-ce que nous portons attention à ce qui va bien, même quand les choses vont mal ? Ou est-ce que nous portons attention à ce qui va bien, surtout quand les choses vont mal ? C'est que dans notre existence, bien sûr, elle peut être difficile, mais tant que nous sommes vivants, est-ce que ce n'est pas peut-être, une amie m'a dit ça un jour, qu'il y a pour l'instant encore plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal. Et notre capacité à pouvoir tourner notre regard sur ce qui est riche, qui va bien dans la vie, prédit quelque part aussi notre état. Alors il n'y a pas seulement ce qui va bien, il y a bien sûr aussi la capacité à tourner le regard sur ce qui donne du sens. Qu'est-ce qui est important dans nos vies ? Tourner le regard. Et donc, tourner le regard sur ce qui va bien, sur ce qui donne du sens, nous permet alors de nourrir aussi ça. Comment puis-je prendre soin de ce qu'il y a de beau et de riche dans mon existence au quotidien, par des tout petits actes ? Comment puis-je porter plus attention à ma famille, si elle est importante, à mon enfant, si elle est importante, à la société dans laquelle je vis, à porter mon aide à mon tout petit niveau, si ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, je crois que dans cette définition-là, le bonheur, c'est un acte. C'est qu'est-ce que je fais au quotidien pour nourrir ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie. Et donc, c'est concrètement, se tourner vers les autres, alors plutôt. Oui, je crois que ce qui donne du sens, dans la plupart des cas, ce sont aussi les autres. Et les études scientifiques nous montrent que les autres, les relations sociales sont le premier prédicteur du bonheur. Si on allait bien et que tout le monde était malheureux autour de nous, est-ce que nous pourrions véritablement être heureux ? Mais ce n'est pas seulement les autres, puisque, évidemment, si nous allons mal, comment allons-nous aider les autres à aller mieux ? Donc, si moi je porte le regard sur ce qui est important dans ma vie, si je peux prendre soin de mon espace intérieur, prendre soin de mes états d'âme, cultiver une forme de sérénité intérieure,
par la suite, je peux aussi cultiver ça dans mes relations avec les autres et peut-être prendre soin du monde, la nature et ainsi de suite. Parmi les points qui me semblent importants, quelque chose de très très simple aussi, c'est retrouver notre pouvoir d'action sur l'environnement en étant plus lucide. Et la lucidité, c'est quoi? C'est regarder les choses comme elles sont, plutôt que regarder uniquement le monde comme on voudrait qu'il soit. On va se dire que dès que le monde ne correspond pas à ce que nous voudrions, une tendance naturelle, c'est d'être absorbé par ce qui devrait être. Et on oublie de ce qui est. Non, les choses ne devraient pas être comme ceci, les choses devraient être différentes, on devrait nous parler mieux, on devrait... et ainsi de suite. Et donc, en étant comme ça, nous sommes complètement coupés de la situation telle qu'elle est. Et ce qui est pire encore, c'est qu'étant coupés de la situation telle qu'elle est, nous perdons le pouvoir d'agir pour faire en sorte d'ouvrir le champ des possibles à ce qui pourrait être. Parce que de toute façon, ce qui est. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons jamais le choix, à mon avis, de ce qui est là maintenant. Est-ce que c'est pas un peu triste alors? Enfin, cette lucidité, est-ce qu'elle n'est pas un peu... Moi, je pense qu'elle nous ouvre possible. Nous sommes tous les deux assis ici. Est-ce que nous avons le choix d'être assis ici? Non. Mais non, puisque, regardons, nous sommes là. Et que pour pouvoir changer, si vous pensez être au mauvais endroit, la condition première n'est-elle pas de reconnaître que vous êtes là? Sortir d'une pièce demande peut-être de reconnaître d'abord qu'on y est. Sinon, nous sommes comme ces guêpes que nous voyons bien souvent sur nos fenêtres. Il y a une fenêtre fermée, l'autre qui est ouverte. Et la guêpe, encore et encore, se cogne jusqu'à mourir peut-être sur la fenêtre fermée. Ne faudrait-il pas qu'elle reconnaisse d'abord où elle est, pour qu'elle puisse retrouver cette capacité de recul, pour pouvoir voir peut-être qu'il y a une possibilité ailleurs. Et donc, s'ouvrir à ce qui pourrait être, pour moi, demande d'abord de reconnaître ce qui est. Et donc, une capacité d'observation, on va dire, sans jugement de la situation, qui amène à une forme de constatation, qu'on peut appeler acceptation. Je n'aime pas tellement ce mot-là, qui est plutôt une constatation. C'est pas qu'il faudra accepter, on n'a pas le choix. C'est ce qui est là, est là. Et de là, évidemment, il est important d'aller vers une forme d'action juste, si c'est possible. Parfois, dans la vie, il est impossible de changer quelque chose. Et donc, comment allons-nous faire pour apprendre à vivre, apprivoiser ce qui est là, le mieux possible avec ce qui est là? Mais lorsque l'action est possible, bien sûr, mettons toutes nos forces pour cette action possible, pour changer ce qui peut être changé. Et là, peut-être, un autre principe qui est simplement des principes tout simples, évidemment, ce que je vous partage là, c'est comment pouvons-nous, lorsque nous nous mettons en action, ne pas être complètement obsédés par le résultat. Parce qu'à nouveau, si je me mets en action et que je suis obsédé par le résultat, c'est une forme de prétention. C'est comme si je contrôlais le monde. Bien sûr que je peux faire du mieux que je peux pour me mettre en route, mais est-ce que réellement le résultat dépend de moi? Dans la plupart des cas dans la vie, que ce soit un projet professionnel ou personnel ou même une forme de développement intérieur, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et qui ne dépendent pas de nous. Et donc si on se focalise à l'excès sur le résultat, non seulement on finit très stressé puisque ça ne dépend pas de nous, mais en plus on oublie de savourer le chemin. Et un promeneur, si nous sommes comme un promeneur sur le chemin de l'existence, c'est évidemment extrêmement important d'avoir un cap. Cette montagne qu'on veut gravir, si on n'avait pas cet objectif-là, on ne se mettrait pas en route. Mais une fois qu'on est en route, est-ce qu'il n'est pas essentiel de regarder où nous mettons les pieds, premièrement? Parce que ça nous permet d'éviter de tomber dans un ravin. Et puis une fois qu'on regarde où on met les pieds pour cela, est-ce que ce n'est pas essentiel de savourer la beauté du paysage et du chemin? Parce que si nous oublions de savourer la beauté du chemin, lorsque nous arrivons au sommet, eh bien souvent nous pouvons dire « et alors? Et alors ?» Alors que si nous avons pleinement savouré le chemin, et nos compagnons de voyage, qui sont les choses les plus importantes, évidemment, lorsque nous arrivons en haut, si nous y arrivons, nous pouvons admirer la beauté du paysage, nous mettre en route pour une autre destination. Et si nous n'arrivons pas en haut, ce n'est pas tellement important, parce que c'est peut-être le chemin qui compte. Et dans ce sens, on peut dire peut-être que le bonheur, c'est moins une destination qu'un chemin, et même, je dirais, le bonheur, pour moi, ce n'est même pas le chemin, la meilleure métaphore. Le bonheur, c'est dans la manière de voyager. Une manière de voyager qui est attentive à là où je mets les pieds, attentive aux personnes qui voyagent avec moi, attentive aux beautés de l'existence, mais aussi ouverte, d'avoir une grande ouverture, pas être complètement focalisé. Et être, bien sûr, c'est une manière attentive, ouverte, mais aussi attentionnée. Et donc cette capacité d'être attentionné envers nous-mêmes et envers les autres. Écoutez, Ilios Kossou, merci beaucoup pour votre présence et de nous avoir communiqué un petit peu votre philosophie de vie.